Jacques Lacan, L'éthique, leçon du 10 février 1960. Pourquoi cette anamorphose est-elle là? Elle est là, bien sûr, pour illustrer ma pensée. La dernière fois, j'ai fait une espèce de raccourci de quelque chose qui pourrait s'appeler le sens ou le but de l'art, au sens commun que nous donnons actuellement à ce terme, les beaux-arts. Il n'y a pas que moi que cela a préoccupé dans l'analyse. J'ai fait allusion à l'article d'Ella Sharp sur ce même sujet de la sublimation. Elle part, vous le savez, vous pouvez vous reporter à cet article, des parois de la caverne d'Altamira, qui est la première caverne décorée qui a été découverte. En fin de compte, si nous partons de ce que nous décrivons comme ce lieu central, cette extériorité intime, cette extimité qui est la chose, peut-être ceci éclairera-t-il pour nous ce qui reste encore une question, voire un mystère, pour ceux qui s'intéressent à cet art préhistorique. C'est à savoir précisément son site, dans une cavité souterraine dont on s'étonne qu'elle ait été choisie précisément pour les difficultés extrêmes qu'elle devait donner au travail, à l'éclairage pendant le travail, et aussi à la prise de vue qu'on suppose, en quelque sorte, nécessitée par la création même, sur ces parois, d'images saisissantes. Aller les contempler ne devait pas être une chose de toute facilité dans les conditions d'éclairage qu'on suppose devoir être celles des primitifs. Donc je dirais que, tout à fait au départ, c'est autour d'une cavité, sur les parois d'une cavité, que sont jetés ce qu'on pourrait appeler, au double sens du terme subjectif et objectif, cette sorte d'épreuves qui nous paraissent être ces premières productions de l'art primitif. Je veux dire épreuves, sans doute, pour l'artiste, qui nous donne la pensée de quelque chose comme une mise à jour d'une certaine possibilité créatrice, puisque ces images, comme vous le savez, se recouvrent souvent les unes les autres, comme si, en un lieu consacré, c'était pour chaque artiste, chaque sujet capable de s'offrir à cet exercice, que c'était aussi bien sur ce qui avait été fait précédemment que de nouveau il dessinait, projetait ce qu'il avait à cette occasion à manifester. Aussi bien épreuve au sens objectif, car nous y voyons une série d'épreuves toujours sur des termes qui assurément ne peuvent pas ne pas nous saisir comme ayant un certain rapport assez profond avec quelque chose qui était à la fois lié au rapport au monde le plus étroit, je veux dire à la subsistance même des populations qui semblent être composées essentiellement de chasseurs, mais aussi bien à ce quelque chose qui, dans sa subsistance, se présente pour lui avec le caractère d'un au-delà du sacré, de ce quelque chose justement que nous essayons de fixer dans sa forme la plus générale par le terme de la chose. La subsistance primitive, dirais-je, sous l'angle de la chose. Là, on peut dire qu'il y a une ligne qui se retrouve à l'autre bout de cet exercice, aussi infiniment plus proche de nous. C'est une chose, cette anamorphose, probablement du début du XVIIe siècle, et je vous ai dit à cette époque l'intérêt qu'a pris pour la pensée constructive, la pensée des artistes, ces sortes d'exercices. J'ai essayé de vous faire comprendre très brièvement comment on peut, en somme, en dessiner la genèse. C'est à savoir que si, de la cavité et de la paroi, en tant que l'exercice sur la paroi consiste à fixer l'habitant invisible de la cavité, nous voyons la chaîne s'établir du temple en tant qu'organisation autour du vide et par rapport à ce vide, et en tant que ce vide désigne justement la place de la chose. Nous voyons ensuite, je vous l'ai dit, sur les parois de ce vide lui-même,
pour autant que la peinture apprend progressivement à maîtriser ce vide et même à le serrer de si près qu'elle se voue à le fixer sous la forme de l'illusion de l'espace, c'est la progressive introduction, à travers toute l'histoire de la peinture, la maîtrise de l'illusion de l'espace autour de laquelle nous pouvons organiser l'histoire de la peinture. Je vais vite. C'est une sorte de rapide gramme qui peut simplement pour vous être considéré comme quelque chose que vous devez mettre à l'épreuve de ce que vous pouvez lire par la suite sur ce sujet. Vous savez bien qu'avant l'instauration systématique de ce qui est, à proprement parler, les lois géométriques de la perspective, formulées à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la peinture a montré une sorte d'étape où des artifices permettent de structurer cet espace. Le double bandeau, par exemple, qu'on voyait au VIe et au VIIe siècle, aux parois de Sainte-Marie majeure, est une façon de traiter certaines stéréognoxies. Mais laissons. L'important est qu'à un moment, on arrive à l'illusion. C'est bien là, d'ailleurs, autour de quoi reste un certain point sensible, un point de lésion, un point douloureux, un point de retournement de toute l'histoire en tant qu'histoire de l'art, et en tant que nous y sommes impliqués. C'est que l'illusion de l'espace est autre chose que la création du vide, et que ce que représente l'apparition des anamorphoses à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Je vous ai parlé souvent de jésuites, la dernière fois c'était un lapsus. J'ai vérifié dans le livre excellent sur les anamorphoses qu'a fait Jurgis Baltrusaitis, Olivier Perrin, éditeur. C'est d'un couvent de minimes qu'il s'agit, autant à Rome qu'à Paris. Je ne sais pas pourquoi j'ai projeté aussi au Louvre ces ambassadeurs d'Holbein qui sont à la National Gallery. Vous verrez sur ce tableau des ambassadeurs toute une étude pour vous imaginer ce que je vous ai dit la dernière fois. Cet objet étrange, ce crâne, comme l'articule avec beaucoup de raffinement l'auteur, si l'on passe devant le tableau, si l'on sort de cette pièce par une porte faite à cette fin de le voir dans sa vérité sinistre, au moment où le spectateur se retourne pour la dernière fois en s'éloignant du tableau. Donc, dis-je, l'intérêt pour l'anamorphose est décrit comme ce point tournant où, de cette illusion de l'espace, l'artiste retourne complètement l'utilisation et s'efforce de le faire entrer dans ce qui est le but primitif, à savoir, comme tel, d'en faire le support de cette réalité en tant que cachet, cette fin de l'art, pour autant que c'est d'une certaine façon de cerner la chose qu'il s'agit toujours dans toute œuvre d'art. Et c'est ceci qui permet d'approcher, me semble-t-il, d'un peu plus près, ce qui semble être encore la question irrésolue concernant les fins de l'art, encore pour nous qui, comme Platon, nous posons la question, la fin de l'art serait-elle d'imiter ou de ne pas imiter? Imite-t-il ce qu'il représente? Quand on entre dans cette façon de poser la question, on est déjà pris dans la nasse, et il n'y a aucun moyen d'en sortir, de ne pas rester dans l'impasse où nous sommes, entre l'art figuratif et l'art dit abstrait. Jusqu'à un certain point, nous ne pouvons simplement qu'évidemment sentir l'aberration qui se formule dans la position du philosophe, qui est implacable. C'est Platon qui fait tomber l'art au dernier degré des œuvres humaines, puisque pour lui tout ce qui existe n'existe que dans son rapport à l'idée qui est réelle, n'est déjà qu'imitation d'un plus que réel, d'un surréel. Et si l'art imite, nous dit-il, c'est une ombre d'ombre, une imitation d'imitation. Vous voyez donc quelle vanité il y a dans l'œuvre d'art, dans l'œuvre du pinceau.
Or, bien sûr, et dans un sens opposé, pour vous dire qu'il ne faut point entrer dans la nasse pour comprendre que, bien sûr, naturellement, les œuvres de l'art imitent ces objets qu'elles représentent, mais que leur fin n'est justement pas de représenter ces objets. En donnant l'imitation de l'objet, elles font de cet objet autre chose. Elles ne font que feindre d'imiter les objets, et c'est pour autant que l'objet est instauré dans un certain rapport avec la chose qu'il est fait pour cerner, pour présentifier, absentifier à la fois la chose. Et puis cela, en somme, tout le monde le sait, que quand la peinture tourne une fois de plus d'une façon insistante sur elle-même au moment où Cézanne fait des pommes, c'est bien évidemment parce qu'en faisant des pommes, il fait tout autre chose que d'imiter des pommes. Encore que sa dernière façon de les imiter soit la plus saisissante et soit celle qui soit le plus orientée vers une technique de présentification de l'objet. Mais plus sera présentifié l'objet en tant qu'imité, plus il nous ouvrira cette dimension où l'illusion comme telle, comme exemple de ce brisement d'elle-même, vise autre chose. Chacun sait bien que le mystère, parfois, de cette façon qu'a Cézanne de faire des pommes, a une valeur qui n'a jamais encore été conçue, que quand Cézanne le fait par un certain rapport au réel, tel qu'alors il se renouvelle dans l'art une certaine façon de faire surgir l'objet qui est nouvelle, qui est lustrale, qui est un renouveau de sa dignité par où, si je puis dire, sont dansées d'une nouvelle façon ces insertions imaginaires, en tant qu'au moment précis de l'histoire de l'art dont il s'agit, certaines de ces insertions imaginaires sont choisies et, comme on l'a remarqué, elles ne peuvent pas être détachées de ce qui jusqu'alors a composé pour les artistes qui ont précédé, dans leur précédent effort de réaliser cette fin de l'art, ce qui a été choisi et repris d'une autre façon. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, et en particulier que la notion d'historicité ici ne saurait être employée sans la plus extrême prudence. Le terme d'histoire de l'art est bien ce qu'il y a de plus captieux, et l'on peut dire que chaque émergence de ce mode d'opérer consiste pour toujours à renverser l'opération illusoire, la faire retourner vers sa fin première, qui est de projeter une réalité qui n'est point celle de l'objet qui est représenté, qui est une réalité vers laquelle cette façon de traiter l'objet est tournée. Nous verrions que dans l'histoire de l'art, il n'y a au contraire, par la nécessité même qui la supporte, que substructure, que même à l'histoire du temps, je veux dire du temps où il se manifeste, l'artiste est toujours aussi dans un rapport contradictoire. C'est contre les normes et les schèmes régnants, politiques par exemple, voire les schèmes de pensée, c'est en quelque sorte à contre-courant que l'art, toujours, essaie de réopérer son miracle. Voici en somme pourquoi nous nous trouvons là, devant un jeu qui peut vous paraître assez vain, en effet, comme exercice, si l'on suppose les raffinements opératoires que nécessite cette petite réussite technique. Et pourtant, comment ne pas être touché, voire ému, comme de quelque chose dont je dirais qu'avec cette forme montante et descendante que prend l'image dans cette sorte de seringue, nous sommes là devant quelque chose qui, si je me laissais aller à une image, me paraîtrait comme une sorte d'appareil à prise de sang, à prise du sang du Graal, si vous voulez bien vous souvenir que le sang du Graal est précisément ce qui, dans le Graal, manque. Ceci, si je vous l'apporte aujourd'hui au point où nous en sommes de notre exposé, c'est pour autant que c'est, si localisé qu'en soit l'apparition et la tendance, quelque chose qui a sûrement sa fonction dans l'histoire de l'art. N'en prenez que l'usage métaphorique.